Bonjour à vous tous. Nous voilà de nouveau avec notre thème connu déjà, Connais-toi toi-même. Depuis des millénaires et des millénaires, l'homme œuvre à travers la matière pour arriver à se connaître et pour éveiller en lui tous les dons, tout le potentiel déposé depuis toujours. Comment on peut l'éveiller? C'est un peu comme une semence qui est déposée dans le sol, qui commence à attirer envers elle des forces, des énergies qui commencent à la nourrir et elle s'imbibe de ces forces jusqu'à ce qu'elle éclate et elle commence à pousser. L'homme, à travers la matière, doit aussi attirer envers lui des énergies, des forces pour qu'il puisse grandir et devenir conscient de son potentiel, de ses possibilités et devenir un bâtisseur de l'univers, devenir un architecte, un constructeur, un créateur de l'univers. Mais cet éveil de la conscience dans la matière est extrêmement long. Et présentement, nous le savons déjà, que toute la Terre passe par une étape bien spéciale où une partie de l'humanité qui est prête, une partie de l'humanité qui a travaillé suffisamment dans le passé pour éveiller la conscience, cette partie va entrer dans une époque complètement nouvelle qui n'est en rien comparable avec les époques précédentes, car l'homme va vraiment devenir le maître de la matière, de ses propres matières, de ses corps, et il va finalement commencer à bâtir, parce que jusqu'à présent, comme il y a beaucoup de restes animaux qui ont resté en nous, alors l'homme doit se débarrasser de tout ce qui est animal en lui. D'ailleurs, la loi qui nous régit encore aujourd'hui, qui régit nos cellules, c'est la loi de la violence. Et c'est un peu pour ça que nous voyons autour de nous tant de violence, tant de destruction, c'est que nous ne nous sommes pas débarrassés encore des empreintes du passé, des lois qui ont régi nos cellules, notre matière dans le passé, mais dès que l'homme va se libérer de tout cela, il va devenir constructeur, il va devenir bâtisseur et il va transformer la terre en jardin superbe. Pour accélérer ce travail, le monde invisible envoie aux humains les instructeurs, les guides, les prophètes, les messies, les grands maîtres, les initiés, qui doivent nous transmettre certaines connaissances, car les connaissances, c'est la lumière. Et avec ces connaissances, l'homme doit apprendre à se diriger, à travailler par un moyen qui est le seul valable et qui le seul mène vers les réalisations constructives, et ce moyen, c'est l'amour. L'homme doit apprendre de travailler par l'amour, avec l'amour, et seulement avec cette loi de l'amour qui exclut toute violence, qui exclut tout côté animal, seulement avec ce côté, avec ce moyen, l'homme arrivera à devenir un constructeur, un bâtisseur, un architecte, un créateur de l'univers. C'est non seulement qu'il va transformer la Terre, mais il va devenir un citoyen cosmique et il construira des choses dans l'univers, il se transformera au complet. Et imaginez que nous sommes au seuil de cette transformation consciente. Même si toute l'humanité n'est pas prête, cela ne fait rien. C'est comme si vous imaginez une classe. Et dans cette classe, il y a une partie des élèves qui ont absorbé, qui ont saisi les matières apprises pendant toute l'année précédente, et une partie de ces élèves passe dans une autre classe. Tandis que ceux qui n'ont pas appris, ceux qui n'ont pas absorbé, accepté, travaillé les matières de l'année précédente, eh bien, ils vont répéter la classe. Il va se produire la même chose pour une grande partie de l'humanité qui va répéter la classe, seulement ça sera sûrement ailleurs, ça ne sera plus dans l'école terrestre,
car la Terre va changer le taux vibratoire au complet et il n'y aura plus de place pour eux parce que les matières, les exigences, tout va complètement changer, tout va être beaucoup plus intense, alors ils ne pourront pas rester dans cette école. Nous nous sommes dit déjà que l'être humain n'est pas composé seulement des os, des muscles, des systèmes circulatoires, respiratoires et nerveux, qu'au-dessus de ces systèmes, il y a d'autres systèmes qui nous composent et l'homme travaille sans cesse avec ces systèmes. Au-dessus du système nerveux, il existe le système éthérique. À travers ce système éthérique, qui est un réseau magnifique, nous recevons les forces vitales. Ces forces vitales nous permettent d'agir, ces forces vitales nous permettent de sentir, de penser, de réaliser, d'exprimer la volonté, etc., d'explorer, de façonner, de modeler la matière. Et ces forces vitales s'expriment à travers les centres d'énergie dont on parlera bientôt, qui sont appelés en oriental, en hindou si vous voulez, les chakras. Mais on en parlera des chakras prochainement. Et à part de ce système éthérique, nous savons très bien que nous avons tout un corps avec tout un système émotionnel, avec les sentiments qui s'appelle le système ou le corps astral. Astre veut dire lumière. Et encore plus haut, nous avons un autre système, nous avons un autre plan sur lequel nous travaillons sans cesse, c'est le plan de la pensée. Mais là, ça ne termine pas, car le résumé de ces trois plans, physique, sentimental et mental, le résumé de ces trois plans s'exprime par l'aura, dont on a parlé un tout petit peu, et dont on parlera encore plus. Et l'aura, c'est le résumé de nos pensées, de nos sentiments et de nos actions. Mais ce qui est extrêmement important pour l'homme d'aujourd'hui, qui travaille depuis une époque déjà assez longue, qui travaille la matière de la pensée, on en a parlé, que depuis l'époque lémurienne, où dans l'homme s'est installée son âme qui travaillait sur lui de l'extérieur. À l'époque lémurienne, elle l'a pénétré. Quand l'homme a accompli deux conditions pour que l'âme s'installe en lui, quand il a atteint la position verticale de sa colonne vertébrale et quand son sang a atteint un degré de la température stable. Alors, avec cette température stable du sang et avec la position de la colonne vertébrale, avec la position verticale, l'âme s'est installée en lui. Et au même moment, quand l'âme s'est installée, l'homme était branché, l'homme était relié à un courant cosmique spécial qui nous fournit l'énergie mentale. Et depuis, l'homme apprend petit à petit, d'utiliser cette énergie mentale. Mais il ne faut pas penser qu'il est déjà capable de l'utiliser vraiment. Nous ne pouvons pas encore maîtriser notre pensée, même si elle est là, même si nous travaillons, même si nous sommes conscients de temps en temps de la pensée, mais c'est encore très très peu. Ce que nous pouvons reconnaître un tout petit peu, c'est que notre pensée est positive ou négative. Et ce n'est même pas tout le monde qui est capable de reconnaître. Alors nous sommes rendus à peu près au moment là où le cinéma était noir et blanc, sourd et muet. Et voilà, la pensée est là. Et on est un peu comme dans un cinéma où il n'y a rien d'autre que ces images noires et blancs. Et c'est ça que nous pouvons reconnaître aujourd'hui. On sait un peu si la pensée qui nous visite est négative ou positive. Et à part de cela, on ne sait rien et pourtant la pensée est colorée de couleurs les plus superbes. Il y a des millions de couleurs. La pensée est formée en images,
mais l'homme ne l'aperçoit pas encore parce que même si les appareils sont en nous, il n'est pas capable de capter l'image de la pensée, la forme de la pensée. Et ce n'est pas tout, car chaque pensée est sonore. Elle a sa musicalité, elle a un genre de justesse, de raisonnement. Et plus la pensée est juste, plus la pensée est accordée avec les courants universels, plus la pensée est tournée vers ce que la religion nous a appris, vers la bonté, plus la pensée est musicale. Moins la pensée est bonne, plus elle est cacophonique. Et heureusement que nous ne pouvons pas capter aujourd'hui la pensée dans son aspect musical, car c'est une cacophonie, c'est un vacarme inimaginable. Au niveau mental, notre intellect fait extrêmement de bruit. Notre pensée vraiment n'est pas musicale, au contraire, elle est destructive, elle est cacophonique, elle est inharmonieuse. Et ça s'exprime par toute la destruction, par toute la violence et par toute la criminalité dont nous sommes les témoins. Alors, c'est très bien que l'humanité ne possède pas encore aujourd'hui la clairvoyance au niveau mental ni astral, car nous représentons une telle laideur que ça serait invivable. Et si l'intelligence cosmique ne nous permet pas de percevoir ces choses, c'est qu'il y a des raisons très valables, parce que notre système nerveux ne pourrait pas supporter cette laideur. Quand la pensée se réalise au niveau physique, eh bien, les ondes, les vibrations au niveau physique sont beaucoup plus au ralenti. Et la laideur qui est au niveau mental très grande, la destruction qui est très puissante au niveau physique, eh bien, en ralentissant les ondes, en ralentissant les vibrations, ça devient plus supportable pour notre système, surtout nerveux, pour nos autres systèmes, pour notre système aurique, éthérique, nerveux et d'autres. Et de cette façon, eh bien, même si des leçons sont quelquefois très dures, mais nous pouvons apprendre, nous pouvons nous corriger, nous pouvons travailler mieux en ne voyant pas les vraies causes, les vraies racines de ce qui se produit au niveau physique. Et le but de toutes nos activités, c'est de faire bien les choses. Parce qu'en faisant les choses bien, en préparant tout ce qu'il y a à préparer, nous permettrons à l'âme de se manifester, de s'extérioriser à travers nos réalisations, nos activités, à travers tout ce que nous faisons au niveau physique. Mais avant que ça arrive au niveau physique, c'est dans la pensée que tout est d'abord préparé. Et nous nous sommes dit déjà que l'esprit descend dans la matière pour devenir conscient de tout ce qu'il fait, pour que le potentiel, sa puissance devienne ses propres qualités, pour qu'il soit un constructeur, un créateur conscient. Parce qu'il est conscient du Père, de ses possibilités, de sa créativité, mais il n'est pas conscient de lui-même. Et pour devenir conscient, alors il est dirigé à travers les corps, qui sont les habits, qui sont les outils, qui sont les instruments, les appareils. L'esprit est dirigé vers une activité. Et dans l'école, dans cette école de la matière, comme un élève dans une école, il est constamment dirigé vers les activités différentes. Mais imaginez qu'aucune activité n'est possible si nous ne sommes pas concentrés. Imaginez que vous décidez de vous préparer pour les Jeux olympiques. Alors, ça demande une certaine canalisation, une certaine centralisation des énergies, et pendant des heures, et peut-être même des années, on dirige ces énergies, on les canalise vers ce seul but de se préparer pour les Jeux olympiques. C'est une activité bien physique, mais avant qu'elle soit réalisée, c'est dans la pensée que nous dirigeons nos énergies
là où il faut. Exactement comme une petite semence qui se décide de grandir et qui a été mise dans le sol, eh bien, elle ramasse, elle provoque, elle attire les énergies de l'univers entier pour pouvoir pousser, pour pouvoir grandir. Alors, une activité quelconque. Imaginez que vous décidez d'apprendre à conduire la voiture. Alors, vous commencez des cours, vous commencez d'un côté à étudier, je ne sais pas, un peu la structure, les moteurs, comment ça marche, mais de l'autre côté aussi, il y a des règles à suivre. Alors, un côté intérieur toujours et un côté extérieur. Et avec le temps, avec des heures d'études, des heures de pratique, eh bien, on arrive à une activité, on arrive à quelque chose qui est en apparence très simple, mais pour le réaliser, eh bien, ça prend une centralisation, une concentration des énergies. Et n'importe quelle activité, vous imaginez que nous nous préparons pour un métier. Imaginez celui qui fait des montres, celui qui répare des horloges, celui qui taille et qui polit des diamants. Imaginez, je ne sais pas, un joaillier, imaginez un cordonnier, imaginez celui qui projette les avions. Ou n'importe quel métier, n'importe quelle activité demande en premier, avant que tout commence, ça demande une concentration. Et si nous regardons le mot concentration, concentrer, nous avons vu déjà plusieurs mots qui commencent par CON, qui est un préfixe latin, et ce préfixe latin veut dire avec. On a parlé de la conscience. CON veut dire avec, et science, eh bien, tout ce qui va avec une science intérieure. Notre conscience, eh bien, c'est la science intérieure. On a parlé de la connaissance. Ça veut dire la connaissance, on la reçoit avec chaque naissance. Connaissance. On en parlera d'autres mots plus tard. Confiance. Ça veut dire tout ce qui va avec la fiancée, avec le fiancé. C'est se fiancer avec quelque chose ou avec quelqu'un, avoir la confiance. Et voilà un autre mot qui commence par le même préfixe, concentré. Ça veut dire tout ce qui va avec le centre. Centre et avec. Et voilà, la concentration, c'est une première condition à une activité quelconque. Imaginez un architecte qui veut bâtir une maison. S'il ne se concentre pas, eh bien son plan ne pourra jamais être achevé. Il ne pourra jamais même faire la projection, la préparation, le plan d'une maison. Comment voulez-vous que la maison soit bâtie si le plan par la concentration n'est pas fait? Et puis pour bâtir la maison, eh bien il faut de nouveau concentrer, même si le plan est fait. Ça demande une nouvelle concentration parce que c'est une activité pour réaliser un plan. Ça demande une centralisation, une concentration des énergies, d'abord pour amener les matières, pour trouver les ouvriers, pour accomplir des travaux, pour faire les fondations, etc., etc. Alors, une activité quelconque exige, demande, la première condition, c'est concentration. Et cette concentration, évidemment, qu'elle se fait avant tout dans la pensée. Parce que la pensée, c'est le plan de la sémence. Et pour qu'une action apparaisse, pour qu'une action soit visible, pour qu'elle soit manifestée, eh bien, c'est comme si une petite sémence qui devient une pousse, qui commence à grandir, pour qu'elle soit visible, eh bien, il fallait planter d'abord quelque chose. Il fallait mettre la sémence dans le sol. Et mettre quelque chose dans le sol, c'est projeter par la pensée, concentrer, centraliser les énergies vers un seul point, vers un seul but. Et quand c'est fait, alors ces énergies commencent à travailler, ces énergies commencent à descendre, et on en parlera une autre fois comment ça descend, parce qu'il faut que la pensée passe par les sentiments. Aucune pensée qui n'a pas passé par les sentiments ne peut se réaliser.
Chaque pensée qui était projetée et qui sert d'une sémence, il faut qu'elle soit humectée, il faut qu'elle soit arrosée par les sentiments. Mais même dans les sentiments, il faut avoir une certaine mesure, parce que si nos sentiments sont démesurés, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pensée qui était saine, qui était correcte, qui était véridique, qui était réalisable? Par les sentiments, on peut la faire pourrir si on ajoute trop de sentiments. Si on déséquilibre au niveau des sentiments, ça va faire pourrir la sémence et ça ne donnera rien. Et s'il n'y a pas assez d'amour, ça veut dire de sentiments, de cette humidité, de cette vie, de cette eau, parce que l'amour, les sentiments, c'est tout l'eau, et voilà, ça va être desséché. La pensée ne se réalisera pas parce que l'eau n'était pas là, ça va être desséché et il n'y aura aucune réalisation, il n'y aura aucune pousse, il n'y aura rien. Alors, pour réaliser quoi que ce soit, la première des choses, c'est cette concentration sur le but et par la suite de ce but découlent toutes les autres étapes, toutes les autres activités qui composent le résultat qui va devenir un jour visible. Imaginez seulement une usine. Imaginez que c'est une usine où tout le monde travaille à la chaîne. Alors, il y a les ouvriers qui font seulement un seul détail, qui ne font pas tout au complet, mais qui font seulement un détail. Mais chaque ouvrier, avec le détail qu'il fait, il doit être concentré à la perfection, parce que s'il n'est pas concentré sur son détail, eh bien, il retarde toute la chaîne. Tout le reste qui ne reçoit pas de lui le détail qu'il fait, eh bien, c'est retardé. Alors, la même chose se passe en nous quand il y a la pensée qui déclenche une chaîne d'autres actions, quand il y a un plan qui était fait et que ce plan déclenche toute une suite d'autres actions, alors si ce n'est pas accompli sur une seule étape, sur un seul point, eh bien ça débalance par la suite tout et la réalisation ne peut pas se faire. Et aujourd'hui, pour ceux qui commencent à étudier, pour ceux qui commencent à s'éveiller, pour ceux qui sont un peu au courant que la conscience change, que la Terre va passer d'étapes et que la Terre va complètement changer, alors ils s'intéressent davantage pour connaître tout cela, pour être éveillés, pour être au courant et pour guider, pour diriger cette concentration et on peut même s'exercer. Comme on s'exerce pour avoir un métier, comme on veut apprendre à devenir, je ne sais pas, un musicien, imaginez que vous voulez apprendre à jouer un instrument. Mais ça demande des heures et des heures de concentration. C'est une activité, c'est une action qu'on veut accomplir parce qu'on s'est donné un but. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que on veut arriver à comprendre, on veut arriver à saisir certaines révélations, certaines choses qu'on nous transmet, certains messages. Et pour le faire, nous nous préparons par une concentration, ça veut dire qu'on se concentre non sur d'autres activités, qu'on se concentre non sur quelque chose qui va se réaliser au niveau physique, mais on fait les exercices seulement sur la concentration. Ça veut dire qu'on essaye de guider, de diriger la pensée pour qu'on devienne le maître de la pensée. Et quand l'homme va devenir le maître de sa pensée, bien, il pourra réaliser des merveilles, il pourra exprimer le génie de son âme et il pourra devenir justement le créateur. Mais pour y arriver, la première des conditions, de nouveau, c'est de maîtriser sa pensée, de la guider, qu'il soit lui-même un guide, un maître absolu de la pensée. Et alors, comment arriver à se concentrer? Comment s'exercer? Comment pratiquer cette concentration qui nous permettra
de capter les messages de l'âme, qui nous permettra de comprendre des révélations que l'intelligence cosmique nous envoie. C'est cette concentration-là qui nous intéresse aujourd'hui. Ça veut dire une concentration qui va nous guider pas tellement immédiatement vers des réalisations physiques, mais une concentration dirigée vers le haut. Une concentration qui va nous permettre de contacter l'âme et par la suite, évidemment, de réaliser des choses géniales, de réaliser tout ce que l'âme possède parce qu'elle est omniprésente, omnisciente, omnipotente, elle connaît tout. À une certaine époque, j'ai lu 56 volumes sur la vie des génies. Et j'étais surprise que ces génies, la plupart d'eux, contactaient pendant la nuit. Ils voyaient des mondes extraordinaires, ils recevaient les messages, ils étaient obligés de se réveiller la nuit et marquer tout. Mais en réalité, ce qu'ils recevaient, ils recevaient de leur âme. Parce qu'automatiquement, un génie qui travaille sur une invention, un génie qui apporte quelque chose à toute l'humanité, sa concentration est tellement puissante que par son âme, il reçoit tout ce qui est capable de transmettre par la suite, parce qu'en réalité, nous ne sommes que des transmetteurs pour l'instant. Nos trois corps en bas, le corps mental, sentimental et physique, ce sont des intermédiaires, des transmetteurs de l'âme, et toutes les richesses, toutes les merveilles que l'âme possède, nous pouvons les réaliser par ces trois moyens. Mais pour capter ces merveilles, pour recevoir ces messages que les génies captent, eh bien, il faut cette concentration au niveau de la pensée, il faut être prêt, il faut être ouvert vers les messages de l'âme et s'exercer un peu. Comme quelqu'un qui veut travailler, je ne sais pas, la mécanique fine, qui veut travailler l'électronique, qui veut travailler, qui veut devenir un joaillier, qui veut devenir, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille quelque chose de très minutieux, eh bien, ça prend des heures et des heures et des heures de préparation. Alors, pour qu'on puisse communiquer avec l'âme, imaginez quelqu'un qui essaye de communiquer par des moyens qu'on a au niveau physique, par la radio, par le téléphone ou par d'autres moyens, eh bien, pour connaître les appareils, pour connaître comment ça marche, sans connaître la qualité des ondes. Parce que dans la future communication, on connaîtra aussi les degrés des ondes. Aujourd'hui, bien, on le transmet comme ça, c'est juste l'appareil qui compte, et on ne perçoit pas quelle qualité d'onde. Imaginez que de la télévision, de la radio, il y aura des programmes et des programmes qui disparaîtront au complet parce que le degré des ondes est tellement bas, le degré des ondes est tellement destructif que l'humanité sera choquée à quel point elle se laisse nourrir, à quel point elle se laisse pénétrer par des choses laides, par les ondes destructives. Mais pour l'instant, la science ne possède pas encore ces appareils et nos propres appareils ne sont pas encore développés à un tel point pour percevoir la qualité des ondes. Comme par exemple, on apprendra qu'il y a des ondes qui font tordre le plexus solaire. Et pendant des semaines et des semaines, la personne se sent mal, la personne a même peut avoir des nausées et on ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, ça peut venir tout simplement ou d'une émission, ou d'une image, ou d'une musique que la personne a reçue. Mais comme on ne connaît pas la qualité des ondes, alors comment voulez-vous qu'on se protège? Comment voulez-vous qu'on perçoit par quoi on se nourrit? Parce que c'est une nourriture. Toutes sortes d'ondes, c'est une nourriture. Comme une orange, elle a aussi ses ondes. L'orange est entourée des radiations vivantes et plus l'orange est fraîche, plus ses ondes sont vivantes, plus ses ondes sont nutritives. Mais une pièce musicale, elle a aussi ses ondes. Et si c'est une pièce musicale avec des ondes trop basses, et comme on ne sait pas détecter, déchiffrer quelle est la qualité de ces ondes, c'est qu'il y a une pièce musicale qui peut nous détruire et nous mettre complètement à l'envers pour des semaines et même détruire le système nerveux et même détruire le système glandulaire.
que les glandes ne fonctionnent pas après bien, et que les glandes travaillent complètement à l'envers, et que voilà les ulcères, et que voilà, ça termine par le cancer. Et où est la cause? Eh bien, la cause est dans les ondes, parce que l'univers entier est composé seulement des ondes. C'est des flambeaux de lumière, de couleurs, évidemment, de degrés différents. Et comme nous ne reconnaissons pas, et comme nous ne sommes pas au courant, on ne sait pas comment ça marche, alors imaginez que vous prenez la nourriture, vous prenez un fruit, mais dans un fruit, il y a une partie qu'on rejette. Vous prenez une banane et vous rejetez la pelure. Vous n'allez pas manger la pelure. Alors, dans les ondes, il y a aussi les ondes pelures qu'il faut rejeter et ne jamais écouter. Mais comme on ne peut pas percevoir, et comme notre clairvoyance, clairaudience et tous ces appareils qu'on a dedans ne sont pas encore en marche, alors qu'est-ce que vous voulez? On se laisse détruire et on mange la pelure. Et on mange des choses inimaginables qui détruisent nos systèmes, qui détruisent nos organes. Et quel est le résultat? Eh bien, c'est toutes ces maladies et toutes ces crises et tous ces déséquilibres que nous voyons à l'extérieur. Et pour éviter tout cela, pour se guérir de tout cela, pour arriver à distinguer où sont les ondes destructives, pour arriver à distinguer où est la bonne nourriture, eh bien, c'est pour cela qu'il nous faut pratiquer, étudier, connaître la concentration. Car sans cette concentration, nous n'arriverons jamais à distinguer quoi que ce soit, nous n'arriverons jamais à contacter l'âme qui seule peut nous indiquer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est à utiliser et qu'est-ce qui est à rejeter. Et l'humanité d'aujourd'hui, non seulement au niveau physique, elle se nourrit des cadavres, mais sur tous les plans et au niveau des sentiments et au niveau de la pensée surtout, l'humanité se nourrit des déchets. L'humanité se nourrit de la pelure et que, évidemment, les réalisations physiques, c'est la destruction, c'est la violence et c'est les crimes. Mais avant qu'on arrive à la concentration, pendant des siècles et des siècles, la pensée humaine n'était pas prête à se concentrer. Vous n'avez qu'à observer un enfant. Imaginez que vous donnez à votre enfant une activité, mais l'enfant ne peut pas se concentrer longtemps sur une activité. Vous allez le prendre avec vous, l'enfant est capable d'observer. Et il a un sens d'observation très développé, mais il n'est pas capable de se concentrer très longtemps. Et l'humanité d'aujourd'hui, au niveau mental, c'est un enfant. Nous sommes comme un enfant où nous sommes capables d'observer, mais nous ne sommes pas capables de nous concentrer longtemps. Mais comme on est déjà quand même adulte, comme on a déjà certaines expériences, nous pouvons cultiver la concentration. Nous pouvons nous donner un but d'arriver à se lier, à comprendre, à communiquer et à communier avec l'âme. Alors imaginez qu'au niveau physique, nous sommes comme des enfants, qu'avant de se concentrer, nous faisons l'observation. Et pendant des siècles et des siècles et des siècles, avant d'arriver à une concentration quelconque, eh bien, nous passons par le premier degré qui est l'observation. Vous prenez un apprenti qui veut apprendre quelque chose et qui a son maître, qui a son éducateur, qui a son instructeur. Et l'instructeur le prend, l'éducateur le prend et il le laisse observer. Pendant assez longtemps, ce que nous voulons apprendre, il faut laisser un enfant, un adulte, qui que ce soit, un élève, d'observer. Parce que dans toute notre histoire, dans tout notre acheminement, avant d'arriver à la concentration, toute l'humanité, toute compréhension, toute conscience passe d'abord par l'observation. Même aujourd'hui, vous prenez une activité quelconque, vous voulez apprendre à tricoter. Bien, vous observez d'abord comment ça marche. Mais même pour l'observation, il faut une certaine concentration. Mais c'est une concentration floue.
c'est une concentration qui passe d'une image à l'autre. Et aux enfants, on va apprendre les mouvements les plus généraux, les actions les plus faciles, les actions les plus légères. On va apprendre par une observation constante mais imagée. Les enfants futurs vont vivre absolument tout. Imaginez qu'on va apprendre aux enfants à faire du pain. Et pour faire du pain, les enfants vont apprendre d'abord qu'est-ce qu'est le blé. Et imaginez qu'ils vont apprendre que le blé, c'est un prince qui vient de Vénus. Et qui l'a attiré sur la terre? Eh bien, c'était peut-être la rose. Et à travers les contes superbes, l'enfant va se concentrer très facilement parce que tout devient imagé et quand il existe ces images, eh bien, la concentration est très facilitée parce que l'observation passe d'une image à l'autre et ces images attirent l'attention et quand l'attention a un fond sur quoi elle peut se reposer, sur quoi elle peut se baser, la concentration devient facile. Imaginez que vous voulez apprendre, disons, à faire du pain à votre enfant. D'ailleurs, il existe déjà les écoles, même au Canada, où on enseigne de cette façon. Alors, les enfants, avant d'apprendre à faire du pain, tout est personnifié. D'abord, qu'est-ce que c'est que le blé? Alors, imaginez que c'est un prince. Et il y a toute une histoire derrière, comment ce prince est arrivé sur la terre, et qu'est-ce qu'il fait, et quel est son but, et pourquoi il va au moulin, et pourquoi, je ne sais pas, peut-être les grains de blé, ce sont des lettres qu'il a écrites. Imaginez que le prince a écrit beaucoup de lettres. Et dans chaque petite grain, il y a un dessin. On ne connaît pas qu'est-ce qu'il est caché dans ce dessin, mais que ces petites graines, ce sont des lettres. Et que voilà, c'est envoyé au moulin pour que ça soit lu. Et que voilà, le message est transmis après dans les sacs de farine. C'est le message qui est envoyé et qu'il faut maintenant déchiffrer le message. Mais pour déchiffrer le message, il faut ajouter l'eau. Pour déchiffrer le message, il faut ajouter d'autres ingrédients. Et de cette façon, le pain va devenir quelque chose de vivant avec quoi on peut communier, et le pain, eh bien, le pain va nous transmettre le message. Et quel est le message? Bien, pour les adultes, c'est que c'est la chair du Christ. Et qu'est-ce que c'est la chair du Christ? Bien, c'est les réalisations d'amour. Et le pain, c'est la seule nourriture qu'on peut manger 3 fois par jour et on n'est jamais rassasié qu'on ne puisse manger demain. Et tous les jours dans la prière, nous demandons le pain quotidien. Alors pourquoi il est comme ça? Il y a d'autres messages cachés dans le pain. Et pourquoi il y a la croûte, la mie, et où est-ce qu'il y a le 3e élément? Parce qu'on s'est dit déjà que tout est composé de 3 éléments. Partout, il doit être l'esprit, l'âme et le corps. Alors, il y a la croûte, il y a la mie. Et où est-ce qu'il y a le 3e élément? Eh bien, c'est les petits trous remplis d'air, et l'air est rempli des images, et c'est à travers cet air qui se trouve dans le pain, qui a fait lever le pain, qu'il y a des messages les plus extraordinaires que le prince nous transmet. Alors, quand de cette façon l'enfant est dirigé pour manger du pain, eh bien, je vous assure que tout ce qu'il va manger, l'effet sera complètement différent, et ce pain que les enfants vont manger ainsi, eh bien, il va nourrir des génies futurs. Maintenant, le lait. Les enfants qui boivent du lait. On ne sait pas qu'est-ce que c'est le lait, pourquoi il est blanc, d'où le lait vient, comment il était fait. Bon, alors c'est la vache qui donne du lait, c'est tout. Mais il y a beaucoup d'autres choses cachées dans le lait et qu'on ne connaît pas. Pourquoi on dit la voie lactée? Et qu'est-ce que ça veut dire la voie lactée? Et pourquoi l'enfant est nourri par le lait? Alors, il y a des choses et des choses cachées partout. Et quand l'homme va les découvrir, quand l'homme va les apprendre,
en se concentrant sur ces choses, bien c'est le génie de l'âme qui va se manifester. Et vraiment tout de cette façon, appris de cette façon, va dévoiler un univers devant l'homme et il va se découvrir lui-même. Bien, on a parlé du tricot tout à l'heure. Alors vous imaginez que l'enfant tient la laine. Et de cette laine, alors il doit faire une maille. Et la maille, imaginez que c'est une cage. Il prépare une cage pour un oiseau. Et que voilà, dans cette cage, il met l'oiseau. Et quand il faut passer l'aiguille à travers la maille, eh bien, c'est qu'il entre dans la cage. Et que voilà, il entre dans la cage, pourquoi? Pour apporter la nourriture à l'oiseau. Et il ajoute la laine sur l'aiguille. C'est la nourriture, la laine qui va nourrir le tricot. Et que voilà, quand la nourriture est donnée, il tire son aiguille, la nourriture était absorbée et l'oiseau s'en va. Ça veut dire une nouvelle formation est faite, mais il faut maintenant bâtir une autre cage. Et de cette façon, pour nourrir tous les oiseaux, eh bien l'enfant arrive à faire toutes les mailles et le tricot se fait. Et on ne connaît pas qu'est-ce qui est caché dans le tricot, parce qu'en réalité tout au monde est tricoté. Tout au monde est fait des mailles à l'infini. Et quand ces mailles sont rejointes, ça fait une concentration extraordinaire. Et imaginez la puissance d'une chaîne. Imaginez la force qui est cachée dedans, parce que nos respirations, eh bien, c'est des petites mailles qui s'ajoutent, et qui composent une vie. Imaginez les battements du cœur. Eh bien, c'est la nourriture pour tout le corps, pour toutes les cellules, pour toutes les particules. Et voilà, ce sont des cercles, des mailles qui s'ajoutent. C'est des petits cycles, et tout est composé de cela. Et l'enfant va apprendre à se concentrer par une observation vraie, par une observation vivante. Nous, bien, ce n'était pas peut-être toujours le cas, mais même les adultes, ceux qui entreront dans une école divine, pour apprendre à se concentrer, ils vont d'abord observer, mais observer quelque chose de vivant. Tout sera expliqué, tout sera présenté d'une façon vivante. Et alors, le premier degré pour arriver à la concentration, c'est l'observation. Ceux qui veulent se concentrer, ceux qui veulent travailler sur la concentration, doivent apprendre à observer. Imaginez que vous avez vu quelqu'un et on vous demande par la suite de le décrire et vous ne pouvez rien dire. Vous avez vu la personne, vous lui avez regardé dans les yeux, bien, vous avez l'impression que vous l'avez vu, mais quand on vous demande de donner des détails, des précisions, vous ne pouvez donner aucun détail. Vous ne savez pas de quelle couleur étaient ses yeux, de quelle forme était son nez, comment la personne était habillée, quelles étaient ses oreilles, quels étaient ses ongles, est-ce qu'il était propre ou sale, de quelle longueur, de quelle forme étaient ses mains. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'on étudie, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est caché où? On ne sait pas qu'est-ce qui est caché dans les yeux, d'ailleurs on en parlera bientôt. Qu'est-ce que représentent les oreilles? Qu'est-ce que représente la bouche? Si on savait seulement que dans toute chose qui se présente devant nos yeux est caché un univers. Nous nous regardons tous les matins dans le miroir. Et si on savait seulement que notre œil, c'est la structure de l'univers, il y a un point noir au milieu qui représente le soleil spirituel, il y a l'iris qui représente le soleil visible, et il y a l'espace de l'univers présenté par, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais l'espace blanc où l'œil bouge. Alors, et en plus, le point, la pupille, elle fait tout un travail parce qu'elle peut se dilater ou contracter. Et nous parlerons un jour de l'œil et vous allez voir quelle merveille se trouve dans l'œil. Alors, imaginez que seulement devant nos yeux, chaque matin, est présentée la structure de l'univers. En se regardant dans le miroir, nous voyons à travers nos yeux la structure de l'univers. Mais ce n'est pas tout. Il y a maintenant une nouvelle science qui s'appelle l'iridologie.
Et dans cette iridologie est étudié l'iris de l'œil de chaque personne. Et sur l'iris, il y a des points qui correspondent avec tout le corps de l'homme. Il y a un tel point qui décrit quel est l'état des glandes sexuelles, un autre point décrit l'état des reins, un autre point décrit dans quel état sont les pieds, un autre point le foie, les poumons, le cœur, le cerveau et tout ce que vous voulez. Imaginez seulement sur l'iris, le corps humain est concentré parce que c'est le système solaire avec le soleil présenté bien, par tous ces rayons qui se trouvent dans notre œil. Alors, on ne sait pas s'observer l'œil, la structure de l'univers. Mais dans cette structure de l'univers, il y a la lumière. Et la lumière, elle est où? Eh bien, on se regarde de nouveau dans le miroir. Eh bien, c'est le sourire. D'abord, c'est l'expression de nos yeux. Mais le sourire, c'est quelque chose que les reins inférieurs ne possèdent pas. Le chien, l'éléphant, vous allez dire, oui, il y a des chiens qui sourient. Peut-être, mais ce n'est pas vraiment encore le sourire parce que les animaux ne sont pas liés au plan mental. Ils ne captent pas encore la pensée. C'est juste les instincts, c'est juste les sentiments. Le chien peut exprimer sa joie, mais ce n'est pas encore la même chose que chez l'homme. L'homme est le premier qui peut utiliser cette lumière et la transmettre gratuitement. Imaginez que le sourire ne coûte absolument rien. On peut le transmettre parce que par le sourire, on transmet la lumière. La lumière qui remplit l'univers entier. Mais qui a étudié le sourire? On a commencé un tout petit peu à étudier la lumière à travers Einstein. Et même on va découvrir qu'Einstein, que tous ses calculs étaient quand même merveilleux, mais que c'était trop temporaire parce que il y a beaucoup de choses à corriger parce que la lumière la plus intense, la plus grande, la plus rapide, c'est la pensée. Imaginez qu'il y a une pensée qui vous traverse et que cette pensée, vous l'exprimez par le sourire. Vous n'avez rien dit, absolument rien. Personne ne sait, personne ne connaît votre pensée, mais voilà, le sourire est là et vous exprimez une lumière. Parce que par le sourire s'exprime la lumière. Alors vous vous regardez dans le miroir et souriez à vous-même. Faites effort, vous êtes dans un état déplorable, je ne sais pas, il y a quelque chose, plusieurs factures qui vous sont arrivées à payer, des choses un peu désagréables, mais allez devant le miroir et souriez à vous-même. Faites sortir un tout petit peu de lumière qu'on capte de l'univers, qu'on a emmagasinée en nous, mais qu'on la garde. Comment voulez-vous transmettre aux autres des belles choses, sourire aux autres, les chauffer, si on n'est pas capable à s'arranger, à corriger, à mettre dans un état valable des choses en nous-mêmes? Comment voulez-vous aller faire des grandes études maintenant, de se concentrer sur quoi que ce soit, si on n'est pas capable d'arriver à arranger les choses en nous-mêmes et à être lié à ces puissances qu'on a, auxquelles on a l'accès si on n'est pas capable d'arranger en nous-mêmes. Alors, ce sont les choses extrêmement simples. Ce sont les choses qui demandent très peu d'attention et très peu de connaissances. Mais c'est juste de le savoir. Alors, avant de parler sur des grandes concentrations, avant de parler sur des grands mystères de la pensée, avant de parler comment on va devenir un constructeur de l'univers, les choses les plus accessibles, les plus simples. D'accord, il y a des pensées noires qui nous visitent, des pensées négatives. Mais seulement par un sourire, on peut faire effacer, on peut chasser, on peut faire disparaître tous ces états. Parce que si ces états sont dedans, si ces états sont présents, aucune concentration n'est valable et aucune étude n'est possible. Alors, peut-être ça aurait été mieux de parler d'un sourire, de parler d'une observation et d'apprendre à s'observer. Avant d'observer quoi que ce soit, un étudiant, un élève qui veut entrer dans une école divine et apprendre les mystères de l'univers, il apprend à s'observer. Alors, c'est non seulement l'observation qu'un enfant fait, c'est non seulement savoir observer pour relier toutes les mailles de la vie, mais avant cela, avant de pouvoir observer quoi que ce soit, il faut savoir s'observer nous-mêmes.
Parce que comment voulez-vous qu'on observe d'autres choses si nous sommes dans un état négatif, déplorable, violent, agressif, etc. Alors de s'observer nous-mêmes. Notre visage, c'est une carte d'identité. Et sur cette carte d'identité, tout est écrit. Il y a un maître, un initié, un clairvoyant qui se promènent de temps en temps. On ne les connaît pas, mais ils sont là. Ils nous observent. Visibles et invisibles, ils nous observent. Et puis, ils voient d'un visage sortir une lumière. Et cette lumière, pourquoi elle est sur le visage? Parce qu'elle est d'abord dans le plexus solaire. La première chose qui trahit notre état, c'est la lumière qui sort du plexus solaire. Avant d'observer quoi que ce soit, avant de se concentrer sur quoi que ce soit, avant de commencer une étude quelconque, c'est cet état intérieur qui compte. Alors, avant de parler de la concentration, de la méditation, d'observation, d'identification, de contemplation, il y a des degrés à étudier, c'est dans quel état nous sommes. Et quand nous sommes capables de constater dans quel état nous sommes, eh bien, c'est là, à arranger, à harmoniser, à bien placer les choses en nous-mêmes qui vont nous exempter des maladies, des crises, des états déplorables, et c'est seulement dans un état harmonieux, dans un état d'une santé sur tous les plans, qu'une étude quelconque est possible. Et même tout ce dont on parle, si nous sommes intérieurement, ce qu'on dit aujourd'hui, dérangés, si nous sommes intérieurement inharmonieux, même si vous écoutez à la journée longue des plus belles conférences, des plus belles choses, même si vous regardez des plus belles images au monde, il n'y aura rien qui va vraiment nous rester parce que nous ne serons pas capables d'apprécier. Évidemment, ça va s'enregistrer quelque part, mais sans qu'on le goûte, sans qu'on le déguste, et comme on ne peut pas déguster, eh bien le résultat ne sera pas fameux. Parce que vraiment observer, c'est déguster. C'est de prendre, mais dans le bon sens du mot, comme une matière constructive, comme une matière à utiliser. C'est ça la vraie observation. Et si nous-mêmes, nous voulons devenir constructeurs, alors la première des choses, c'est savoir dans quel état nous sommes, c'est de s'observer. Eh bien, la première des choses à observer, on ne peut pas observer notre cœur, on ne peut pas observer comment nos poumons respirent ce matin. Peut-être notre respiration est un peu trop rapide, parce qu'il y a certains visiteurs qui nous ont visités, il y a certaines choses qui nous ont dérangés, et puis on respire un peu plus rapidement, mais on ne se rend pas compte tout de suite. Mais ça s'exprime immédiatement sur le visage parce que le plexus a été dérangé. Et dès que le plexus est dérangé, immédiatement les muscles du visage changent. La lumière qui doit s'exprimer par les yeux, par le nez, par les oreilles, par la bouche, parce qu'on va parler bientôt que ce sont des portes. On a des portes et des portes sur nous. Bien, en tout, il y en a 12 pour débuter. Alors, à travers nos portes, il y a des ondes qui sortent. Il y a d'autres ondes qu'on doit capter. Mais quelle est la qualité de ces ondes? On ne peut même pas en parler parce qu'on ne sait même pas quelle activité on fait. Alors, la première des choses, avant une étude ésotérique, scientifique, occulte, initiatique, divine, on peut la nommer comme vous voulez, c'est de constater dans quel état nous sommes. Et quand nous voulons constater dans quel état nous sommes, c'est de savoir s'observer. Et comment s'observer? Eh bien, un très bon moyen, c'est le miroir. Et le miroir, c'est un symbole. C'est un symbole qui cache beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que cache le miroir? Sa signification, c'est pas pour rien qu'il nous reflète. Il nous reflète tel que nous sommes. Parce qu'il symbolise la conscience. Et il y a des initiés qui ne sont pas rendus encore des maîtres. Les initiés, ils sont conscients de beaucoup de choses et ils travaillent sur leur qualité, ils se cultivent. Alors pour nous cultiver, comme on cultive un champ,
Et on a des champs dedans. Des champs au niveau mental, des champs au niveau sentimental, des champs au niveau physique, au niveau éthérique, c'est plein de champs. Peut-être stériles pour aujourd'hui, mais il faut les arroser, il faut les rendre fertiles. Alors, avant de commencer un travail quelconque, c'est de s'observer dans le miroir qui nous reflète et qui représente l'état de conscience, de notre conscience, puisqu'on s'y regarde. Observez-vous tous les matins. Quelle expression a votre visage? On ne va pas délaisser la méditation, on ne va pas délaisser la concentration, on va s'arrêter sur tout cela, mais la première des choses à faire, ça peut vous paraître bizarre, ça peut vous paraître très simple, mais les choses les plus simples sont les plus chères. Et ça, on ne sait pas. Alors, la chose très simple, avant d'aller dans des grandes concentrations avec le visage crispé, avec une expression malheureuse, eh bien, ce n'est pas une concentration, c'est rien du tout. Il faut arriver à la concentration et même à l'observation dans un état harmonieux, dans un état correct, dans un état où tout circule bien. Parce que si on ne commence pas le travail ainsi, le travail est raté avant tout. Qu'est-ce que ça veut dire d'arranger notre intérieur? C'est d'harmoniser un instrument, d'accorder un instrument. Comment voulez-vous qu'on donne le concert si l'instrument n'est pas accordé? Vous avez participé au concert, eh bien, si l'instrument n'est pas accordé, le travail ne peut pas se faire. Alors la première des choses, c'est d'accorder notre propre instrument. Alors bientôt, la semaine prochaine, nous allons continuer sur la concentration, mais commencez à vous observer dans un miroir.